Faire Équipe a été créé en 2011 avec pour objet d'accompagner des projets collectifs et des projets de décloisonnement au service de l'inclusion des usagers. Deux principaux axes de travail, l'accompagnement de l'innovation en matière d'inclusion des usagers et le développement des compétences collectives. Nous mobilisons pour cela des consultants ayant une longue expérience de terrain et de direction. Alain Devert, qui intervient cet après-midi, est l'un d'eux. Nous avions tous les deux, et en association avec Hubert Gascon, qui est directeur d'établissement et universitaire canadien, organisé l'année dernière une journée d'études qui s'intitulait « Désinstitutionnalisation, une posture professionnelle innovante ?» point d'interrogation. Notre proposition n'a malheureusement pas suscité l'intérêt attendu, probablement parce que le mot « désinstitution » connote négativement ce qui relève pourtant d'une démarche positive. Une démarche de recentrage de nos organisations au service de la mise en œuvre de projets personnalisés des usagers, d'accompagnement de leur parcours d'inclusion par un travail en proximité et qui mobilise en priorité les ressources de droit commun. Cette démarche est largement engagée malgré obstacles et retours en arrière. Je pense que nous aurons au cours de cette journée l'occasion de l'explorer. Et à notre sens, elle s'inscrit dans les valeurs fondamentales du secteur social et médico-social. Nous parlons ici de valeurs telles que la reconnaissance de la personne dans ses spécificités, dans ses droits et devoirs de citoyen, mais aussi celle de la clinique, qui suspend le temps de la technicité, notre technicité, à celui de l'écoute de la personne, de ses besoins et de ses attentes. Ceci est moins simple et évident qu'il n'y paraît au sein d'une nation de culture centralisée et égalitaire. Cette démarche ne se décrète pas, guidée par des options politiques claires, elle s'accompagne au long cours. Ce n'est pas simple non plus pour des organisations qui doivent évoluer dans leur culture, leur référentiel professionnel et leurs compétences. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de proposer à l'UNIOPS de reprendre l'idée de cette journée, de la reprendre à sa main. Qui dit partenariat dit effectivement partage d'un projet, et donc on abandonne une partie de ce qu'on pouvait penser être bien pour pouvoir développer ensemble quelque chose de nouveau. Après plusieurs journées d'études qui se sont attachées à prendre ces questions, notamment sous l'angle de la comparaison avec ce qui se passe en Europe, nous avons proposé à l'UNIOPS un travail de capitalisation de l'expérience acquise et d'approfondissement de nos expériences de terrain. Pour notre part, nous concevons cette journée comme un temps dans un parcours qui s'est engagé et se poursuit dans les conseils et accompagnements que nous assurons certes, mais que nous souhaitons également réinvestir dans un travail de fond partagé. Et pour ça, je te passe la parole, Christine. Bonjour à tous, encore une fois merci d'être là. Donc la grève nous bouleverse un tout petit peu. Donc Robert Lafaure est dans le TGV, il n'a pas eu celui de 5h15 mais celui de 6h15, il sera bientôt là. Donc je vous propose simplement d'imaginer pour un petit temps que je suis Robert Lafaure, déguisé en Robert Lafaure, que je suis moins bien que Robert Lafaure bien évidemment, et je vais essayer de vous proposer une ouverture à la réflexion sur le terrain du débat d'idées. Et dès que Robert Lafaure arrivera, il va nous aider à monter en généralité comme il sait le faire, avec le brio qui est le sien, mais j'ai la modeste tâche de nous introduire au débat. Je demande à Alain Devert de nous rejoindre à la tribune puisque nous allons lancer tous les deux cette réflexion. Alain Devert a aussi accepté au pied levé d'être le discutant à la place de Alain Guyard qui finalement n'a pas pu nous rejoindre parce qu'il a été empêché. Alors je vais vous proposer un fil conducteur de réflexion sur la question de savoir comment s'articule la problématique des parcours et la problématique de notre rapport aux institutions. Alors, dans notre secteur, premier point, la perspective même de l'exigence de parcours individuel librement choisi est-elle directement liée ou pas à la désinstitutionnalisation ? En théorie, bien sûr, puisque la loi du 2 janvier 2002 est un enrichissement de la loi du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales, avec un droit de l'usager qui se clarifie, se surajoute, on pourrait dire, aux règles qui régissaient les établissements et services. Un droit à une réponse de qualité, un droit à un choix, un libre choix, et donc un droit à un éventail de réponses.
C'est aussi un droit à la possibilité d'exister dans la société, c'est-à-dire en dehors d'institutions spécialisées qui sont à la fois en toute puissance et à part. A priori, donc, les notions de parcours et de désinstitutionnalisation s'inscrivent dans le même courant d'émancipation et d'autonomisation de l'individu par rapport à des institutions qui seraient supposées désormais ouvertes, accessibles et bien sûr désacralisées. Mais la réalité est un petit peu plus complexe car la désinstitutionnalisation s'insère également dans une perspective que j'appellerais d'opportuniste, où la volonté de faire des économies pousse aussi à la recherche de solutions hors les murs, mais sont-elles toujours préférables ? Elle s'inscrit aussi, cette désinstitutionnalisation, dans une perspective d'économisation, de marchandisation de la société, où les institutions sont finalement rabattues à une fonction de prestation dans une société dans laquelle finalement on se débrouille, dans laquelle un individu capable est supposé se débrouiller. À quelles grandes évolutions peut-on rattacher ces évolutions et pourrait-on dire ces tensions ? En fait, est-ce que ces questionnements nous sont propres ? Est-ce qu'il s'agit de phénomènes isolés ou au contraire, est-ce qu'il s'agit de questions à réencastrer dans la compréhension d'évolutions plus générales dans la société ? L'hypothèse centrale qui nous a animés lorsque nous avons préparé cette journée d'études avec mes collègues et avec Feréquipe, c'est que nous rencontrons en fait des difficultés qui sont, comme d'autres problématiques dans la société plus largement, celles d'une relation différente à l'usager, une relation plus riche qui permettrait à la construction de parcours choisis avec des institutions qui auraient un sens. Ce serait finalement, plutôt qu'un cas à part, une figure spécifique, mais bien l'une des figures de l'irruption problématique de l'individu dans notre conception occidentale de la société. Autrement dit, nous sommes face plutôt qu'à un phénomène isolé, à un phénomène spécifique. Je vais essayer de vous caractériser cette réflexion en quelques points flash, qui sont des points de réflexion par rapport à l'histoire des idées, dont je ne vous propose pas bien évidemment un format de pensée, mais plus un ensemble de questionnements dont nous pourrons redébattre ensuite. Premier point de référence. Bien évidemment, l'irruption de l'individu est une caractéristique centrale de la problématique de la modernité, notre époque moderne. Mais elle signe pour certains l'affranchissement et l'ouverture, et pour d'autres, elle signe des nouveaux dangers que nous devons affronter. Et en s'affranchissant finalement du cadre normatif de la pensée des classiques, qui soumettait l'homme à une finalité qu'il dépasse, car elle est naturelle, les modernes gagnent certes en émancipation, mais ils gagnent aussi la possibilité d'une nouvelle démesure, d'une absence totale de règles éthiques. Il y a plusieurs contenus dans cette évolution. Le recul d'un idéal politique au profit, un idéal politique supérieur au profit d'une conception finalement fondée sur la domination d'intérêts primaires. C'est un peu Machiavel qui nous amène sur ce terrain. Avec les Lumières, autre composante, c'est l'effacement des transcendances qui surplombaient la réalité humaine, qu'il s'agisse de l'ordre naturel ou de l'ordre divin. Et enfin, on est face à une mise en cause radicale des idées et des régimes politiques, avec l'émergence d'une conscience historique propre au XIXe siècle, qui est incarnée par Nietzsche, qui rejette l'idée d'un processus historique rationnel, tout autant que la perspective d'une possible harmonie entre l'individu authentique et l'État moderne. Deuxième point, l'idée d'une attitude objective et du caractère historique de tout idéal qui signe notre modernité débouche pour certains sur une impasse, et plus encore sur une rupture fondamentale. C'est notamment Hannah Arendt qui nous alerte sur la façon dont ce chaos débouche sur les mouvements totalitaires au moyen de la terreur, de l'idéologie, qui cristallise une nouvelle forme de gouvernement et de domination. Ce serait l'aboutissement finalement ultime de cette désacralisation, finalement, de ce recul des transcendants. Finalement, comme le souligne Joël Roman, en fait, Hannah Arendt nous amène plutôt à analyser le déploiement du totalitarisme comme l'une des possibilités de la modernité et pas comme la seule. La démocratie en est une également. Cette expérience totalitaire a-t-elle dissolu totalement les valeurs de la modernité qui étaient tournées vers l'émancipation de l'individu ou les a-t-elle seulement questionnées ? À tout le moins, puisque ce débat est très controversé, la modernité a bouleversé notre rapport au temps. Et comme le dit Habermas, le nouveau monde se distingue du monde ancien par le fait qu'il s'ouvre à l'avenir, nécessairement à l'avenir, puisque c'est le nouveau monde. Évolution, révolution, progrès, rupture avec la tradition sont autant de mots qui signent la volonté d'inscrire le mouvement, de consacrer l'avant-garde. Mais une avant-garde qui cherche à éterniser l'instant comme un éclair, plus qu'à orienter le temps dans un souci d'éternité. C'est une raison majeure de l'instabilité fondamentale de la modernité. Quatrième point, l'éorisation du présent que Foucault décrit à propos de Baudelaire, qui nous parle de ce dandy, est non seulement un rapport au présent, mais plus encore un rapport qu'il faut établir à soi-même. L'homme moderne est celui qui cherche à s'inventer lui-même
et non celui qui part à la découverte de lui-même et de secrets de sa vérité cachée. 5e point. Alors que l'exigence d'émancipation de l'individu devient une valeur commune, c'est aussi la conception de l'altérité qui est déplacée. Elle conduit à réinscrire l'altérité au sein d'une commune humanité. Avec la naissance de l'État se déplace la conception de la hiérarchie politique, des dieux fondateurs, des législateurs qui n'étaient autrefois au-dessus de l'homme, en haut, deviennent à part entière membres de l'espèce humaine. Ils sont à l'intérieur de la société. La délégation de pouvoir, ainsi, déplace la domination politique à la portée de la lutte des hommes. Cet autre qui me domine pourrait être moi, c'est un homme comme moi. Mais elle déplace aussi plus généralement le rapport à l'autre, en général, dans l'espace social. Cet autre, quel qu'il soit, m'est à la fois extérieur et étranger, mais il est aussi comme moi, partie d'un tout, comme une unité englobante et nécessaire. C'est Marcel Gauchet qui nous apprend tout cela. Mais jusqu'à quel point cet autre est-il humain, un humain que je puisse reconnaître comme potentiellement moi, quand sa différence est telle qu'elle me conduit à le rejeter pour conjurer sa différence. Donc cette commune humanité, elle est problématique, elle est habitée de mouvements contraires, la ségrégation et la solidarité, l'égalitarisme et la hiérarchie, l'exclusion et l'inclusion, l'identité et la différence. On voit bien que cette notion d'altérité a une résonance dans nos problématiques d'établissement, de services, d'associations et de parcours, bien sûr. Il s'agit non pas d'opposés, dissociés, mais de composantes en tension dans une même structure. 6e axe de réflexion. Alors que le monde hiérarchisé où chacun a une place assignée n'est plus, que devient l'homme ordinaire? Finalement, que devenons-nous? Est-il perdu dans une inversion ironique, désespérée, des hiérarchies ou des ordres constitués, ou peut-il encore s'inscrire comme un sujet autonome dans cette commune humanité? Dans les débats de la postmodernité aujourd'hui, le projet d'autonomie de l'homme fait l'objet de 2 lectures opposées. Les uns la considèrent comme une illusion qu'il faudrait dissiper pour réinventer autre chose, et les autres comme un projet à reformuler, parce que finalement, cette époque des Lumières n'aurait été qu'une première étape. 7e point. En simplifiant à l'extrême, la postmodernité peut être caractérisée par l'incrédulité à l'égard des méta-récits. Ça, c'est Lyotard qui nous l'explique. Loin du structuralisme, loin de la théorie des systèmes, la société relève d'éléments hétérogènes, une pragmatique de particules langagières. Ça, c'est ce que dit Lyotard. En fait, ce sont des éléments hétérogènes qui donnent lieu à une institution par plaque. J'aime beaucoup cette expression, c'est le déterminisme local. Alors, à cette perte de sens généralisée, qu'on avait autrefois par une logique instituée, des institutions légitimes, correspond une logique d'opérativité, de performance, qui seule pourrait guider le système. Mais les institutions sont-elles toutes entraînées dans ce vide de sens? Et nous, dans tout ça? Et les institutions dans lesquelles nous travaillons? 8e point. La prolifération des représentations, la prolifération conceptuelle, débouche-t-elle sur une ère du n'importe quoi, d'un éclectisme ingénieux et proliférant qui interdit toute distinction tranchée? Finalement, la conception relativiste, largement répandue, qui écarte les jugements de valeur, laisse-t-elle nécessairement à l'écart toute perspective d'un système de référence? 9e point. Alors que c'est finalement l'accomplissement de la modernité qui fait de l'accomplissement du projet d'autonomie de la norme ultime à laquelle il faut rapporter nos jugements et conduites, la solution réside-t-elle dans le rationalisme, au sens où les règles d'organisation de la société pourraient découler simplement d'une application honnête du principe de contradiction, venant donc d'une raison impersonnelle, en dehors de toute référence à des préférences subjectives. Mais finalement, et c'est là où Joël Roman nous aide à synthétiser tout ça, dans une société humaine, les règles d'argumentation coexistent nécessairement dans la société réelle dans laquelle nous vivons, avec des rapports de force et de persuasion. Et aussi, et surtout peut-être, comme le rappelle Joël Roman, ce qui articule les idées aux individus, ce sont des croyances et des convictions. Et les conditions d'une coexistence d'individus animés de convictions diverses, et pour une part incompatibles, ne sont pas dans leur réduction à un moule commun, pas davantage dans l'absolutisation des différences et la consécration d'une inutilité de la confrontation. Elles sont, encore une fois, c'est Joël Roman qui nous l'exprime très clairement, dans l'articulation d'une coexistence conflictuelle et d'une possibilité de reconnaissance mutuelle qui ne se dissout pas dans les singularités, mais les mutualise. Il faut donc non seulement de la discussion, mais aussi des institutions. J'en arrive à la fin de cette introduction. L'hypothèse sous-jacente qui nous a guidés, encore une fois, pour monter cette journée d'études, c'est qu'il nous faut peut-être réinstituer, réfléchir à comment réinstituer
l'individu et le collectif. C'est une tâche pour nous, c'est une tâche pour les associations, c'est un enjeu parce que c'est ce qui est problématique et c'est ce qui peut faire sens aussi pour nous. Et cette réarticulation problématique, elle touche 3 niveaux au moins. Le premier, c'est la conception des pratiques. Quels sont les rapports sociaux possibles dans les établissements et services? Comment cette problématique du sens nous traverse? Comment cette problématique de l'altérité nous traverse? Quelles perspectives de sens nous pouvons, par les pratiques, réinventer? Cette problématique touche également à la conception des politiques publiques. Les établissements et services peuvent-ils n'être que considérés comme des prestataires, sans risquer de faire reculer la perspective de la socialisation comme une appartenance à la société qui fasse sens? Et la régulation de marché est-elle satisfaisante? Enfin, cette question fondamentale de l'articulation possible entre l'individu et le collectif touche à la conception même de la société. Quelle place peut prendre effectivement l'acceptation de la différence? Qu'en est-il du pluralisme de l'acceptation de l'autre dans la société? Quelle est la part de l'éthique au-delà des normes? Quelle place peut prendre la délibération constructive qui permettrait, au-delà de l'autorité, mais aussi au-delà du contrat, d'élaborer des références communes? C'est donc bien la question centrale de l'institution, de notre rapport à l'institution comme un lieu où s'élabore le sens qui est posé. Nous n'avons pas du tout, avec cette façon de vous proposer la réflexion, la prétention à l'exhaustivité. Nous avons plutôt le projet de vous proposer une réflexion ouverte dans laquelle vous serez partie prenante pour essayer de redégager ensemble des perspectives possibles. Je profite de cette transition pour accueillir Robert Lafaure, qui était là dès le début de mon propos, qui m'a mis une pression énorme en étant silencieux au fond de la salle. Et donc je lui laisse la place en lui proposant tout de suite de nous expliquer comment lui voit la problématique, comment il l'aurait vu s'il était arrivé en tout début de séance et si je n'avais pas fait cette introduction. Merci Robert Lafaure de nous rejoindre.